Bonjour, alors oui, nous on est Impressum, donc l'association suisse des journalistes, et cette association elle a 14 ou 15 sections à travers toute la Suisse. Ces sections, c'est des comités, c'est des journalistes actifs à la retraite qui se retrouvent ensemble pour faire vivre le journalisme de manière ancrée sur le terrain, et c'est en Suisse en tout cas aussi eux, pour Impressum, qui traitent les dossiers qu'ils reçoivent de tous ces journalistes qui veulent prétendre à intégrer le registre professionnel. Donc c'est en partie de ça dont il va être question aujourd'hui, et c'est un des rôles de notre association. Les autres rôles, c'est la défense juridique, qu'elle soit individuelle face à l'employeur, ou lorsqu'un article tourne mal, on va dire, ou collectif, comme on a beaucoup vu, un peu trop vu ces temps, lors des grands licenciements, ou lorsqu'il faut négocier une CCT. Enfin, encore 1000 autres trucs, dont des conférences, super. Il y a beaucoup de nos membres qui sont aussi investis dans un super festival récemment, vous en avez peut-être entendu parler, le Prestival. Donc voilà, ça bouge, et puis c'est en partie grâce à cette association que le journalisme en Suisse vit. Je vais encore prendre peut-être 3-4 minutes pour vous expliquer la situation en Suisse de ce registre professionnel, parce que ce registre professionnel, ça va être une thématique, je pense, assez centrale dans les débats qui vont suivre. Donc il faut savoir qu'en Suisse, légalement, je crois que c'est même dans la Constitution, tout le monde a le droit de diffuser de l'information. Tout le monde a le droit d'enquêter et de diffuser des informations et des opinions. Donc journaliste, tout le monde peut l'être dès le moment où on lance un blog ou qu'on tweete quelque chose sur Internet, on pourrait se dire journaliste. Mais tout le monde ne peut pas être journaliste RP. Donc c'est pour ça que Impressum et Syndicom et le SSM se sont mis ensemble il y a maintenant bien quelques années, je crois 1983 en tout cas pour la forme actuelle, pour créer un registre professionnel. Donc si tout le monde peut être journaliste, tout le monde ne peut pas être journaliste enregistré au registre professionnel. Et ce registre professionnel, il a comme prétention de dire ce journaliste-là, il a fait telle formation, ce journaliste-là, il a été reconnu par ses pairs, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les comités ancrés sur le terrain qui analysent le dossier. C'est des journalistes qui disent ce journaliste, il fait du bon boulot. Un des critères, c'est aussi le taux d'activité et le temps de travail. Donc il faut être au moins journaliste à 50% depuis au moins 2 ans environ, hein, parce qu'il y a les stages, il y a les moments de formation, il y a des congés maladie. Enfin voilà, c'est aussi ce que traite notre association, c'est tous ces aspects un petit peu imprévus. Donc voilà, ces 3 grands critères, le temps, la reconnaissance par les pairs, le taux d'activité, et puis, et peut-être surtout, la signature de la déontologie journalistique, des droits et devoirs des journalistes. Normalement, quand on complète un petit peu ce cahier des charges-là, on a le droit d'intégrer le registre professionnel, et ce registre professionnel, il a comme prétention, comme je vous l'ai dit, d'être garant d'un journalisme de qualité, vu que le journalisme, enfin les journalistes qui traitent l'information répondent à ces exigences de qualité-là. Chez nous, c'est pas un droit d'État, hein, c'est pas une carte qui est distribuée par le canton ou la confédération, c'est les associations signataires qui gèrent ça. Donc c'est aussi nos associations qui doivent contrôler si on peut dire qui est journaliste. Ça va aussi à nous de dire qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus, ou qui ne mérite plus peut-être, ou qui ne répond plus à certaines exigences. C'est à nous aussi de faire évoluer les critères, d'où en partie aussi la conférence de ce soir. Est-ce que ces critères doivent bouger ? Dernière chose encore, en Suisse romande, on a la chance encore d'avoir des conventions collectives de travail. Donc, c'est aussi important de le mentionner. En Suisse alémanique, depuis 20 ans, il n'y a plus de convention collective de travail. Donc, c'est la loi de base qui s'applique. Il y a rien qui est pensé pour encadrer le travail spécifiquement du journaliste. Et en Suisse romande, justement, c'est cette CCT qui vient poser les jalons de c'est quoi la formation qu'il faut pour être journaliste. C'est dans la CCT, c'est quand on a négocié avec les employeurs qu'on s'est dit il faut telle formation, il faut le CFJM, donc le Centre de formation au journalisme et aux médias, ou la JM, l'Académie du journalisme et des médias à Neuchâtel, pour prétendre à avoir accès à cette CCT. Donc pour avoir accès à la CCT en Suisse romande, il faut être labellisé RP et avoir fait cette formation. C'est pour ça que souvent ça va de pair. Et puis, je pense qu'avec ça, je vous ai déjà matraqué d'informations. Peut-être que tout était nouveau, puis ça fait beaucoup. Peut-être que c'est un peu de la redite. Mais pour vous dire que vous voyez que c'est déjà relativement complexe, mais ça mérite d'évoluer vite et bien. Et il y a pas mal de défis qui viennent
taper contre ces critères, contre cette façon de fonctionner aussi, très associative. Hein. C'est des comités régionaux qui décident finalement, toi tu es journaliste, toi tu l'es pas. Donc à voir quel avenir et quel défi ce système-là en Suisse amène. On va pouvoir en discuter tout à l'heure. Et puis je laisse la parole à la suite des experts. Merci infiniment. Merci beaucoup, Pierre. Alors justement, on l'a compris, hein, et en Suisse, comment ça fonctionne. Toi, tu es journaliste, toi, tu l'es pas, c'est les associations professionnelles qui le disent. On va voir aussi du côté de la France, avec justement Agnès Briançon. Je répète brièvement ce titre magnifique que vous avez, co-première secrétaire générale du Syndicat national des journalistes. On va voir que la carte de presse en France, c'est un modèle centralisé qui est porté par la profession depuis près de 90 ans. À vous la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup en tout cas au syndicat Impressum et à ses membres pour l'idée de cette table ronde. Je pense que les échanges qui s'annoncent vont être enrichissants et je pense surtout qu'on va tous gagner à voir comment ça se passe des deux côtés de la frontière. En tant que co-première secrétaire générale du syndicat national des journalistes, on est donc 2 à la tête, pour la première fois, un homme, une femme. Nous sommes à la tête donc du premier syndicat représentant la profession. Il me revient la mission de vous présenter la carte de presse française et les problématiques qui se posent désormais, notamment en raison de l'évolution de la profession. Vous l'avez dit, l'information va plus vite que nous. Elle se diffuse par des relais qu'on ne connaît pas, sous des formes qu'on ne maîtrise pas. Mais il y a quand même un fond à tout ça, c'est un respect de la déontologie, un respect du métier. Et cette carte de presse française, elle évolue là-dessus. En France, nous avons une seule carte de presse pour toute la profession de journaliste. En 2024, 34 948 journalistes étaient détenteurs de cette carte, délivrée par une seule instance. C'est la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. En abrégé, on l'appelle la CCIJP. Cette instance, unique en son genre, a été créée par le législateur le 29 mars 1935, en même temps que le statut de journaliste professionnel. Il s'agit d'une autorité indépendante qui ne rend compte à aucune structure étatique ni gouvernementale. Autant vous dire qu'à l'heure où le climat politique en France est un peu instable, cette indépendance est déterminante pour la profession. Elle est composée de 3 niveaux. La commission de première instance, qui statue sur les demandes de cartes qui lui arrivent, les correspondants régionaux hors Île-de-France, qui sont installés dans les régions et qui donnent leur avis sur les premières demandes de cartes de presse. Quand on fait sa première demande, ça passe par un correspondant régional qui va dire « ce média a l'air d'être un média d'information, ce journaliste fait un travail d'information ». Et ensuite, la dernière instance, qui est la commission supérieure, c'est une instance de recours quand vous êtes recalé en première commission parce que vous n'êtes pas payé vraiment correctement ou vous avez un statut un peu limite. Vous pouvez aller en recours au niveau de la commission supérieure. Si jamais ça ne marche toujours pas, vous pouvez saisir le tribunal administratif et le Conseil d'État. Donc il y a quand même plusieurs recours. On entend souvent des gens qui disent j'ai pas eu ma carte de presse, on me l'a refusée la première fois. Ils ne font pas forcément les démarches derrière pour aller expliquer leur situation. La première démarche, c'est sur un dossier. Donc c'est sûr que si votre dossier il est un peu compliqué parce que il y a un peu de paiement en facture, là on parle de salaire vraiment, peut-être qu'en commission supérieure vous pourrez plaider votre cause et notamment expliquer, comme ça nous arrive très souvent, que vous êtes payé en facture parce que l'employeur refuse de vous payer en salaire. Il vous contraint à créer une auto-entreprise pour être payé en facture. Donc, quand vous l'expliquez à la commission supérieure, elle va sans doute dire, pour la première année, on vous donne la carte de presse, commencez à travailler avec votre employeur pour être payé en salaire. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? La personne se tourne souvent vers les syndicats en disant, est-ce que vous pouvez m'aider à faire reconnaître mes droits? Donc, la commission supérieure. La CCIJP, elle tire une part de sa légitimité, de sa composition. Dans cette CCIJP, ceux qui étudient les demandes de carte de presse sont à la fois des journalistes élus et des employeurs mandatés. Ensemble, ils valident ou non la délivrance de la carte de presse. En première instance, donc la fameuse instance qui se réunit 2 fois par mois, il y a 32 membres, 16 journalistes élus par les journalistes détenteurs de la carte de presse, 8 titulaires, 8 suppléants, et on a 16 employeurs désignés par l'organisation syndicale, également 8 titulaires et 8 suppléants. De même, dans les 19 régions que compte la CCIJP, chaque correspondant est un journaliste, et il y a également un correspondant employeur, et chacun a un suppléant. Et ils sont également élus par nous-mêmes. C'est-à-dire c'est les journalistes qui élisent les personnes qui vont siéger à la carte de presse pour dire si oui ou non on peut avoir la carte de presse. En revanche, à la commission supérieure, ce sont les magistrats qui sont majoritaires,
il y a 3 magistrats qui siègent, dont le président. En revanche, la profession y est représentée par un élu des journalistes, un élu des employeurs, et chacun d'eux a 2 suppléants. Donc on est quand même présent pour voir ce qui se dit dans la supérieure, voir si notamment parfois la supérieure ne va pas accepter des choses qui sont vraiment trop loin du journalisme. En plus de cette légitimité légale conférée par le législateur en 1935, la CCIJP s'appuie sur une légitimité professionnelle et une autre démocratique. C'est ce qui fait aujourd'hui son poids et son pouvoir au sein de la France. À la CCIJP, ce sont des journalistes professionnels qui siègent dans la diversité de leur métier. Ils sont issus des syndicats représentatifs de la profession. Le SNJ est également majoritaire dans cette instance. Et il y a les 10 fédérations d'employeurs qui représentent l'ensemble des médias d'information en France. Toutes les formes de presse, écrites, audiovisuelles, agences de presse et services de presse en ligne sont représentés. C'est-à-dire que quand un dossier se présente, il y a forcément quelqu'un autour de la table qui saura dire « oui, dans mon domaine, c'est du journalisme », « oui, c'est un média d'information », « oui, c'est un pure player qui fait de l'information ». Voilà pourquoi, quand on va nous dire que l'avis de la commission de la carte n'est pas bon ou qu'elle ne comprend rien à la profession, c'est difficile de dire ça quand on a autant de journalistes, autant d'employeurs qui sont présents et qui étudient les dossiers. Sa légitimité, elle est également démocratique, puisque tous les 3 ans, nous avons des élections pour désigner les personnes qui vont siéger dans ces différentes instances. Les dernières élections datent de décembre 2024. Donc tous les 3 ans, les représentants des journalistes professionnels sont élus au suffrage universel direct par les journalistes titulaires de la carte de presse. Tout le monde, à un moment donné, peut choisir qui va siéger, donc en passant évidemment par des syndicats, puisque ce sont les syndicats en priorité qui proposent les premières listes sur le premier tour. Au deuxième tour, on peut avoir des syndicats, des associations, des collectifs et également des groupes de personnes qui se présentent. Ce sont donc d'un scrutin de liste à 2 tours. Et donc, tous les 3 ans, c'est la même chose pour les représentants de fédérations et d'employeurs qui, eux, par contre, sont désignés par leur instance. Il n'y a pas d'élection chez eux, on les désigne. Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait de perdants, ça serait pas bien. Depuis 1935, où dominait la presse écrite, à l'origine de la création de la CCIJP, depuis, la CCIJP s'est ouverte à tous les nouveaux formats et supports, audiovisuels, web, journaux en ligne. Il est à noter que le pourcentage des refus de cartes, ça existe quand même, se situe chaque année autour de 1,5 à 2% des demandes, ce qui est pratiquement rien. En revanche, ces refus font ressortir forcément les fondements du journalisme professionnel tels que la CCIJP le souhaite. C'est-à-dire qu'on ne va pas refuser une carte parce que la personne ne nous convient pas, c'est parce que le métier qu'elle dit exercer n'est pas du journalisme. Si la CCIJP reconnaît l'ensemble des supports d'information, elle reste vigilante sur les pratiques de certains médias qui sortent du champ du journalisme. On pense notamment aux sites promotionnels, ceux qui proposent majoritairement du brain content. La carte de presse permet aussi régulièrement de rappeler que journalisme et communication sont 2 métiers différents. On voit encore arriver des communicants qui disent faire du journalisme, et quand on se rend compte que ce n'est pas ni un média d'information ou que souvent le contenu est sponsorisé, on n'est pas dans du journalisme. La délivrance de la carte de presse garantit un journalisme sourcé et bénéficiant de la protection du secret des sources. C'est toujours plus facile quand vous êtes arrêté et qu'on vous dit « vous devez nous dire qui vous a informé, vous devez nous donner tel dossier ». Non, j'ai la carte de presse, je suis journaliste, vous ne pouvez pas me demander ça. En d'autres termes, la carte de presse ne doit pas bénéficier à des sites ou blogs dont l'information n'est pas vérifiée ou renouvelée régulièrement. Le renouvellement de l'information, c'est également une preuve de sérieux. Une information qui reste en ligne pendant 4-5 jours, qui n'est pas remise à jour, qui n'est pas retirée du site parce qu'elle n'est plus d'actualité, c'est pas très bon pour le site, on est loin de l'actualité réellement. Pour demander sa première carte de presse, il suffit de présenter 3 bulletins de salaire consécutifs et que les salaires issus du journalisme représentent plus de 50% des revenus. La première demande est toujours individuelle. Par la suite, dans les entreprises de presse, le renouvellement est souvent fait par l'employeur. Il est essentiel également de travailler dans une entreprise de presse. Pour les journalistes travaillant pour des nouveaux médias, et ça arrive de plus en plus, parce qu'on a des nouveaux médias qui se lancent quand même, qui ont ce courage-là, et c'est très bien, la délivrance de la carte de presse prend un peu plus de temps. On prend le temps, en fait, de vérifier l'aspect informatif du média. Est-ce qu'il est bien recensé comme une entreprise de presse? Est-ce qu'il fait bien la différence entre du publi-reportage et de l'information qui n'est pas payée pour être diffusée? Les cas les plus compliqués résident souvent chez les pigistes. Isolés, ils sont confrontés souvent à des employeurs qui ne payent pas en salaire, mais en facture ou en droit d'auteur. C'est principalement la plus grosse dérive que l'on voit aujourd'hui.
autant de formes de revenus qui ne sont pas prises en compte par la CCIJP. Si vous arrivez et que vous présentez un dossier où vous êtes payé en facture, la CCIJP vous dira que ce n'est pas du salaire. Pourquoi la facture, c'est plus intéressant pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale dessus. Pas de chômage, pas de mutuelle, pas de prévoyance, rien. Donc forcément, lui, il y gagne. En revanche, le salarié qui est payé en facture, le jour où il est malade, il n'a pas de sécu. Le jour où il est au chômage, il n'a pas de chômage. Donc là-dessus, la CCIJP met un point d'honneur à dire les journalistes ne doivent pas être précarisés. On doit leur assurer le minimum pour tout le monde, donc vous devez être payé en salaire. C'est pour ça qu'elle refuse les salaires issus, les revenus issus de factures ou de droits d'auteur. Et ça, c'est pas forcément compris par des journalistes, puisque eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils veulent bosser et qu'ils sont face à des entrepreneurs, à des patrons qui leur disent si tu veux bosser, c'est facture ou c'est rien d'autre. Donc dans ce cas-là, il faut qu'ils se tournent vers nous et nous, on fait le nécessaire. En faisant souvent un peu peur aux patrons, parce que c'est ce qui, malheureusement, marche encore. Parmi les choses qu'on voit se développer également, et qui sont plutôt une bonne chose, c'est le développement de l'éducation aux médias, qui génère également des revenus pour les journalistes, puisque beaucoup ce sont eux qui assurent ces séances-là. Et même chose, la CCIJP doit tenir compte de ça. Est-ce que quelqu'un qui fait de l'éducation aux médias, on doit prendre ses revenus pour les faire rentrer dans les revenus du journaliste, ou est-ce qu'au contraire, ça peut lui jouer en sa défaveur? Là-dessus, la CCIJP a répondu. Les autres problématiques, c'est que la CCIJP, cette carte de presse, elle préserve la notion de responsabilité éditoriale du journaliste. C'est ce qui distingue ce journaliste de l'auteur ou du blogueur. L'auteur, il n'a pas de responsabilité éditoriale. Le blogueur, il n'a pas de responsabilité éditoriale. Il peut sortir ce qu'il veut, on n'ira pas lui en tenir rigueur. Enfin, si, on pourra lui en tenir rigueur sous d'autres latitudes, mais en tant que journaliste, nous, on est soumis à une déontologie, à des règles du métier, et je sais que la majorité des collègues le font correctement, et nous le faisons aussi correctement. La CCIJP souhaite également lutter contre la précarité, je l'ai dit, avec les pigistes, qui représentent en 2022 quand même 25% des détenteurs de cartes de presse. C'est une catégorie qui grossit de plus en plus, tout simplement parce que il y a eu des plans sociaux. Les journalistes se retrouvent à ne plus avoir d'entreprise, ils se disent pourquoi pas la pige. Donc ils commencent petit à petit, puis ils se disent que ils se font avoir une fois, deux fois, puis à un bout d'un moment ils se battent et ils obtiennent d'être payés en salaire et on les retrouve dans les détenteurs de la carte de presse. Malheureusement, certains pigistes, j'en parlais tout à l'heure, contraints à être payés en facture sous le statut d'auto-entrepreneur, renoncent à demander leur carte de presse. Et donc là, forcément, pour eux, c'est un véritable crève-cœur parce qu'aujourd'hui, cette carte de presse, elle est un sésame pour beaucoup. On voit les jeunes journalistes, la première fois qu'ils l'ont, on les voit sur les réseaux sociaux, ils sont contents de la montrer. Un pigiste qui ne peut pas l'avoir parce qu'il n'est pas payé correctement et ce n'est pas de sa faute parce qu'il est obligé ça crée une vraie frustration et une vraie colère chez certains qui commencent à dire que la carte de presse, en fait, ne fait pas son job. Elle fait son job presque trop bien puisqu'elle veut justement obliger les patrons à. Mais là-dessus, il va falloir qu'on se tourne vers les pouvoirs publics. On en parle après. Justement, comment remédier à cette précarisation et obliger en fait les patrons à embaucher des journalistes cartes de presse et à les payer en salaire? C'est tout simplement préconisé par la CCIJP, mais également par le SNJ, que les aides à la presse. Les aides à la presse, c'est une aide gouvernementale constituée d'argent public. C'est l'argent des Français qui arrive dans les caisses de l'État et que l'État redistribue aux entreprises de presse sous la forme d'aide au portage, d'aide à l'innovation, notamment pour tout ce qui est imprimerie, l'aide à la remise en cause éditoriale. Enfin, il y a plein d'aides qui sont possibles, mais donc plein d'entreprises reçoivent ces aides. C'est plutôt intéressant pour certaines. Et donc nous, on demande que ces aides, elles soient données seulement aux journalistes, aux entreprises qui embauchent des journalistes cartes de presse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise biaise, triche, en prenant des droits d'auteur ou des factures, elle n'est pas ces aides à la presse. Donc, autant vous dire que au niveau de l'État, pour l'instant, on recule et on n'y va pas du tout parce que souvent les patrons de presse sont les grands amis du gouvernement. Donc, pour l'instant, on essaye de pousser là-dessus, mais c'est un peu compliqué. Dans le secteur audiovisuel, on voit aussi un autre mélange des genres. C'est-à-dire que les journalistes sont parfois embauchés sous statut d'intermittents du spectacle. Or, c'est un mélange des genres qui, là aussi, entraîne une confusion. Le métier de journaliste, d'une part, et celui d'intermittent du spectacle, d'autre part, sont chacun des métiers particuliers régis par le Code du travail, mais avec également des statuts exclusifs dont bénéficient ces deux catégories distinctes de journalistes, de salariés, avec leurs attributs respectifs et leurs contraintes. On ne peut pas embaucher un journaliste en tant qu'intermittent du spectacle,
puisque un intermittent du spectacle est embauché pour une saison. Un journaliste, s'il est embauché, c'est pour une mission qui doit durer plusieurs mois ou même plusieurs années, puisque souvent l'émission revient. Et là aussi, c'est un problème pour la CCIJP, puisque régulièrement, des réalisateurs de documentaires demandent la carte d'identité de journalistes professionnels, estimant que leur production est journalistique, sans doute. Par exemple, en 2023, 41 demandes émanaient d'eux, dont 13 de personnes travaillant pour l'audiovisuel public quand même. Donc, ce sont des journalistes embauchés sous statut intermittent, et ils ont été refusés au motif principal que le demandeur avait pour statut professionnel celui d'intermittent du spectacle, qui n'est pas compatible avec celui de journaliste. Donc là aussi, même l'audiovisuel public, qui est quand même issu de l'État, arrive à tricher. Malheureusement, on constate souvent ce recours au statut d'intermittence, et là-dessus, on ne peut que le dénoncer et inciter les personnes qui en sont victimes à se tourner vers nous pour déposer des recours et éventuellement aller devant le tribunal en disant « là, on est sur un statut qui n'est pas compatible avec celui de journaliste ». Mais voilà, malheureusement, on doit régulièrement monter un peu plus haut que simplement négocier avec l'employeur en disant « non, tu n'as pas le droit ». L'éducation aux médias, donc très importante depuis les attentats de 2015, elle est ouverte désormais à tous les publics et tous les âges. Il y a eu une vraie demande là-dessus, énormément d'associations s'y sont mis, et nous, on souhaite qu'elle soit menée par des journalistes. Hors de question que des influenceurs, que des TikTokers fassent de l'éducation aux médias. Je ne pense pas qu'ils aient une quelconque notion de déontologie, de débat contradictoire, de respect de la personne qu'on a en face de soi. Donc là-dessus, on défend essentiellement que ce soit fait par des journalistes. Pour cela, l'éducation aux médias, les revenus qui proviennent de cette éducation aux médias, ce doit être des salaires. Et quand le journaliste se présente pour avoir sa carte de presse, la carte de presse décide de neutraliser ses salaires. C'est-à-dire que ça vient pas jouer en sa défaveur. Si jamais, avec ses revenus, il avait eu plus de revenus à cause de l'éducation aux médias et que ça avait dépassé les fameux 50% qu'il aurait dû avoir simplement avec la carte de presse, il aurait été pénalisé. Donc la carte de presse dit on neutralise tes revenus, on n'en tient pas compte, on regarde ce que tu fais du côté du journalisme, et là il peut obtenir sa carte de presse. Au SNJ, nous, on est plutôt partis sur les journalistes qui font un travail sur l'éducation aux médias. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ils ont été journalistes, ils font ce métier. On doit tenir compte d'une partie de ces revenus dans l'attribution de la carte de presse. Donc c'est ce que nous, on plaide depuis quelques années. Mais là aussi, il faut répéter et redire les choses souvent. La reconnaissance et le renforcement de la carte de presse, c'est également très important aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Grâce à la légitimité qui est la sienne, la CCIJP entend, en attribuant la carte de presse, se porter garante d'un journalisme professionnel, le fait par des humains. Pour le grand public, cette carte de presse pourrait même devenir l'assurance d'un journalisme respectueux, sourcé et fiable. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de dire à nos lecteurs, nos auditeurs, nos internautes, là, vous avez un journalisme dans lequel vous pouvez avoir confiance, parce qu'il y a notamment cette carte de presse et que les personnes qui travaillent ont cette carte de presse. Aujourd'hui, lors d'une demande de carte de presse, la CCIJP, elle vérifie que l'entreprise pour laquelle le journaliste travaille est bien un média d'information et si le travail mené est bien du journalisme. Autant vous dire que ces critères seront encore plus importants quand l'IA pourra créer une information de toute pièce sur une base inconnue. C'est-à-dire qu'on imagine voir arriver des dossiers de journalistes qui, en fait, seront juste là pour lancer le logiciel de l'IA, prendre le texte, le mettre dans l'article. Et là, du coup, on ne sera pas du tout sur le travail informatif qui est nécessaire avec la recherche d'informations, la vérification et surtout croiser les sources. À l'heure où les influenceurs se décrètent journalistes en quelques jours, la carte de presse doit devenir un label d'information de qualité et vérifié. C'est ce qu'on souhaite au SNJ. Cela passe par davantage de communication auprès du grand public, de faire connaître le rôle de la carte de presse et d'expliquer la différence entre faire une story pour vanter un produit et réaliser un reportage en story. C'est pas tant le support qui pose souci, c'est plutôt ce qu'on met dans ce support. Que des journalistes fassent des stories, c'est très bien, on va toucher un public qu'on n'arrivait pas à toucher jusque-là, il faut y aller. En revanche, qu'on appelle un reportage quelque chose en collaboration commerciale pour vanter la dernier collagène ou quoi, non, ce n'est pas du journalisme. Ce renfort, il passe également par un véritable engagement des pouvoirs publics. Il est nécessaire qu'ils comprennent que la presse, l'information, ce n'est pas qu'un truc comme ça qui est joli et qu'il faut faire un peu attention de temps en temps quand les journalistes râlent un peu. La démocratie, elle s'appuie sur plusieurs piliers, dont la liberté de la presse et une information qui soit vérifiée, vérifiable et confirmée.
Donc cette carte de presse, elle doit être le seul indicateur valable pour identifier les journalistes présents dans les entreprises et distribuer les aides à la presse. Nous, on le souhaite. C'est-à-dire que s'il y a des journalistes, c'est une véritable entreprise de presse qui fait un véritable travail de journaliste. C'est ce que préconise aujourd'hui le SNJ et depuis plusieurs années. C'est un combat de tous les instants. On le voit encore actuellement avec un décret en passe d'être publié. Et ce décret, alors que les pouvoirs publics devraient nous aider à valoriser cette information, à valoriser les journalistes encartés, et ben ce décret, il prévoit juste que la présence de journalistes dans une entreprise ne soit plus obligatoire pour avoir des aides à la presse. C'est bien, mais c'est pas nécessaire. S'il y en a pas, on pourra faire autrement et avoir des dérogations. On marche à l'envers, au moment même où le grand public plébiscite une information transparente, avec la possibilité de dialoguer avec celles et ceux qui la font. Pour l'avenir de nombreux médias, il est essentiel que les lecteurs, internautes, auditeurs et téléspectateurs retrouvent confiance dans les médias, et cela passe pour le SNJ par un label de qualité délivré à travers la carte de presse. On comprend qu'il y a de grands enjeux qui nous attendent, qui attendent voilà, le métier de journaliste. Je propose qu'on passe à la table ronde. Alors j'invite à nous rejoindre pour ouvrir les discussions Alexia Niquelet, qui est la chef d'édition web chez Frappe. Tu peux prendre place. Ouais. Geoffroy Brenlin, qui est journaliste nouveau format à la Liberté. Catherine Clouser, qui est experte média à l'OFCOM, l'Office fédéral de la communication. Et Thomas Delay, qui est photographe indépendant à Fribourg. Merci déjà à vous cinq d'avoir accepté de participer à ces discussions. J'aimerais, on est parti voilà, sur la carte de presse. On voit qu'il y a un système très uniforme en France sur la carte de presse. C'est beaucoup moins le cas en Suisse. Moi, j'aimerais d'abord commencer avec un tour de table avec vous quatre, enfin vous trois, les journalistes. J'aurais une question spécifique pour Madame Clouser, mais de savoir, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire auprès d'Impressum et à vous inscrire pour avoir cette fameuse appellation journaliste RP, donc au registre professionnel, pour avoir cette carte de presse. On va peut-être commencer avec toi, Alexia. Oui, déjà, bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Alors la carte de presse, pourquoi je l'ai demandé? Donc moi je l'ai demandé très rapidement après une formation à l'Académie du journalisme et des médias à Neuchâtel. Ensuite j'ai fait valider l'expérience voilà, qui est venue après. Et puis dès que j'étais prête, que j'avais suffisamment d'expérience, j'ai demandé ma carte de presse chez Impressum. Il y avait une reconnaissance, je pense, symbolique à recevoir sa carte de presse. C'est quand même un moment assez fort quand on a rêvé de faire ce métier. Et puis au-delà de ça, en fait, c'était aussi un besoin parce que j'ai rapidement compris que quand je cherchais du travail en tant que journaliste, toutes les offres d'emploi, elles comportaient le terme journaliste RP en fait dans les offres d'emploi. Donc je me suis dit ça aussi en fait, je vais vite montrer patte blanche et puis que je suis j'espère légitime à intégrer une rédaction. Donc c'était aussi un besoin au-delà de la reconnaissance en fait de tout un parcours. Et puis quand on reçoit sa carte de presse, au final c'est que le début en fait du métier, hein. Donc voilà, c'était important pour moi de l'avoir rapidement et puis de la garder en fait. Geoffroy. Donc moi j'ai aussi fait la JM. Et finalement, en fait, le parcours, il est assez cadré. Il y a le stage RP qu'on fait. Donc, si on fait le CFJM, c'est 2 ans. Si on fait la JM, c'est 1 année. On travaille en entreprise et après, finalement, l'entreprise attend de nous finalement qu'on ait un peu cette légitimité-là. Alors après, elle va pas forcément contrôler. Après, j'ai eu une histoire qui m'a qui m'a encouragé en fait, même bien avant de finir la JM. À prendre cette carte de presse, c'est que j'ai commencé dans le journalisme professionnel en faisant 4 mois de stage à la régionale de la Côte. Et donc à la régionale de la Côte, il y a Caroline Gebhardt qui est présidente d'Impressum Suisse, qui à l'époque était présidente d'Impressum Vaud et qui a été énormément aidée par Impressum lorsqu'elle a eu des problèmes, lorsqu'elle était à la rédaction chef de la région, notamment avec des pressions politiques. Vous me corrigez si jamais je dis faux, mais donc
quand on entend des histoires comme ça, c'est sûr qu'on se dit que vaut mieux être protégé et finalement, si ça peut aussi contribuer à la reconnaissance du métier, pourquoi pas avoir la carte de presse. Après, je sais que c'est un certain budget et que clairement au niveau des conditions salariales, il y a de plus en plus de journalistes qui se posent la question de est-ce que je paye. Je pense, en tout cas dans mon cas personnel, c'est clair que je continue à payer pour avoir la carte de presse parce que ça en vaut la peine si on se retrouve dans des situations comme ça. Merci. C'est un petit peu une expérience différente pour vous, Thomas, puisque vous êtes photographe, pardon, mais c'était aussi important pour vous d'avoir la carte de presse. Vous pouvez nous expliquer un peu votre expérience, pourquoi vous en êtes arrivé à vous poser cette question de, oui, finalement, elle va m'être utile, cette carte de presse. Alors, pour ma part, j'ai pas fait la demande rapide, enfin tout de suite après ma formation comme photographe. Je me suis mis à mon compte en 2017 et puis justement, j'avais pas un pourcentage assez suffisant pour faire la demande pour obtenir la carte RP. Donc pendant plusieurs années, je l'ai fait sans la carte RP. Et puis justement, je me suis rendu compte au fait qu'on la demandait pas plus que ça, donc je me suis dit est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire la demande? Et puis après certaines années, mon taux a augmenté, mon taux de travail dans la presse a augmenté, puis ça a permis de pouvoir faire la demande parce que justement ça me permettait d'obtenir une reconnaissance aussi comme mes collègues m'ont dit, et aussi de pouvoir aussi obtenir des tarifs, d'avoir des tarifs qui soient respectés aussi au niveau, qui sont fixés au niveau RP. Donc, mais ça, je l'ai fait justement assez récemment pour obtenir cette reconnaissance-là. Donc, c'est une question aussi quand même de tarification. Là, vous avez vraiment compris ou saisi l'importance finalement de pouvoir dire ben voilà, moi je suis RP parce que comme vous êtes indépendant, vous avez travaillé, vous fonctionnez sur mandat, ça aide de dire voilà, je suis RP pour avoir vraiment des tarifs minimaux. Oui, alors ça permet face à l'employeur de fixer, de me donner les tarifs qui sont RP justement. Quand on est journaliste au sein d'une rédaction, la question se pose moins, parce que vous l'avez dit aussi, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on demande. En fait, on dit qu'on cherche des journalistes RP ou des RP, mais finalement, quand on engage la personne, on ne sait pas si elle est inscrite dans les associations professionnelles ou bien pas. Enfin, en tout cas, les employeurs s'inquiètent pas forcément de ça. Est-ce que peut-être Agnès, ça c'est un problème de ce point de vue-là? Est-ce qu'on devrait changer aussi cette manière d'envisager les choses? Pas forcément. Nous, ils vont pas vérifier si on a la carte de presse. Ils partent du principe que sans doute on l'a demandé, mais ils vont pas vérifier. Donc, que finalement vos employeurs à vous n'aient pas vérifié, moi, ça me choque pas plus. En revanche, je pense qu'avoir une carte permet de dire, attendez, je suis journaliste, vous devez me payer à minima suivant la grille de telle forme de presse ou de telle... et notamment pour les journalistes isolés qui ne sont pas dans une entreprise de presse, oui, bien évidemment. Ouais. L'Ofcom, Catherine Clouser, alors il faut le dire, hein, dans ce dossier, elle agit comme un médiateur. Hein. Mais c'est quoi précisément le rôle que peut endosser l'Ofcom et jusqu'où il peut aller pour aider, pour favoriser sans interférer dans l'indépendance des médias finalement? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Il faut toujours être sûr qu'on respecte l'indépendance des médias. Et c'est pour ça qu'on dit toujours l'Ofcom va prendre un rôle de médiateur. On peut donner une plateforme pour des discussions, surtout au sein de cette plan d'action national qu'on a en Suisse pour la sécurité des journalistes. Ça, c'est un thème qu'on a abordé. On a fait des dialogues chez nous à l'Ofcom avec des représentants différents des médias et on a discuté les problèmes ou les questions qui sont liées à cette harmonisation du carte de presse.
Ouais, justement, en Suisse, c'est très particulier. On l'a dit avant, Pierre l'a évoqué. Du côté alémanique, il n'y a pas du tout de CCT, il n'y a pas du tout de, entre guillemets, de protection du métier de journaliste. Pour vous, pour l'Ofcom, avoir une harmonisation, une uniformisation, c'est important? C'est important parce que c'est important pour les journalistes, oui, d'un côté. De l'autre côté, je pense que cette harmonisation doit aussi venir du secteur. On est vraiment dans une autre situation, je pense que si on compare avec la France, où il y a une organisation qui diffuse, qui distribue cette carte de presse. En Suisse, en Suisse romande, c'est un peu plus uniforme. On a cette RP où il y a une carte qui est reconnue. En Suisse alémanique, on a aussi une carte presse reconnue, mais il y a plusieurs aussi. Il y a beaucoup de cartes différentes et c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'associations qui donnent cette carte presse. Les critères ne sont pas les mêmes. Il y a des questions un peu dans tous les sens aussi. Ce serait important d'avoir des critères, vu qu'en France, vous l'avez, C'est ça. d'avoir des critères qui finalement sont les mêmes sur tout le territoire. Ça permettrait de dire Légitimer. un journaliste, c'est ça. Parce que si vous avez des critères différents, est-ce qu'on peut imaginer que tel journaliste il serait passé par tel syndicat, ça veut dire qu'il aurait peut-être pas coché ce critère-là, donc il serait moins performant ou moins respectueux de la déontologie ou moins respectueux de la profession. L'avantage, en effet, d'avoir des critères communs à tout le monde, c'est que on ne va pas se diriger vers des journalistes à différents étages. On a un métier qui est le journalisme, plusieurs façons de l'exercer à l'intérieur, plusieurs fonctions également et plusieurs médias, formes de médias, mais ça reste aussi l'idée commune d'une profession qui a ses bons piliers et qui a ses piliers qui ne bougent pas de la télé ou au web, c'est la même chose. Ouais. Justement, ces piliers, le fait d'avoir ce RP, Alexia, vous le voyez comme, enfin, on peut se dire mais tu le vois comme, on travaille un peu ensemble, mais comme voilà le signe de la reconnaissance aussi de la profession. Oui, je pense. Après, ça ne veut pas dire que les journalistes qui travaillent sans carte de presse sont mauvais, ou c'est pas forcément une question de qualité journalistique. En fait, en discutant avec des amis journalistes, on se rend compte assez vite que beaucoup d'entre eux n'ont pas fait la demande de la carte RP. Et quand on leur demande pourquoi, il y a deux choses qui reviennent, c'est le prix. Donc c'est 400 francs sauf erreur pour avoir accès à ce titre de journaliste RP. Et l'utilité, en fait, je pense que aussi dans un contexte où il y a beaucoup de licenciements et la crise de la reconnaissance, en fait, maintenant elle commence à traîner. Enfin, ça fait longtemps qu'on parle de cette crise de reconnaissance. Je pense qu'en fait, peut-être que ça dissuade aussi des jeunes journalistes à demander cette carte de presse. Donc oui, il y a une reconnaissance, mais ça soulève aussi des questions sur la reconnaissance de la part du public, parce que le public, peut-être qu'il ne connaît pas très bien, ou peut-être qu'ils s'en fichent un petit peu de savoir qui a la carte de presse, qu'est-ce qu'il perçoit de ça en fait, parce que nous, quand on fait nos articles, nos sujets, nos vidéos, on ne montre pas notre carte de presse à l'image, ou on n'a pas de label, voilà, on a le média qui est aussi garant de ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le public, et je ne sais pas trop comment le public pressent ça en fait. Et c'est aussi une question intéressante, je pense, parce que si on n'a pas la reconnaissance du public, c'est compliqué aussi. Ouais. Thomas, quand vous allez en tant que photographe décrocher des mandats, vous avez l'impression que ça joue un rôle de dire voilà, je suis accrédité. Un photographe accrédité? C'est pas forcément dans un mandat en particulier, mais c'est plus d'avoir le fait d'avoir la carte RP, ça m'a permis de rendre plus légitime face à l'employeur, face aux journaux. Et puis depuis que j'ai la carte de presse, voilà, ils remettent plus en question. On va pas dire ça comme ça, mais voilà, c'est surtout au niveau des tarifs, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'avant, ça aide pas forcément à décrocher plus de mandats, mais comme vous dites, ça assure le tarif. Ça permet, un critère de qualité malgré tout, et puis quand même d'avoir, d'être respecté au niveau des tarifs. Ouais. Quand vous avez fait la démarche pour on a parlé brièvement de comment ça se passait, mais quand vous avez fait la démarche, vous vous en souvenez, pour avoir le RP, vous pouvez nous expliquer?
Alors, ça s'est fait assez facilement en fait. J'ai pris contact avec Impressum et puis ensuite j'ai informé les médias en question avec qui je travaillais et puis ils ont tout de suite accepté voilà le nouveau statut et puis ça n'a pas posé plus de problèmes. Il n'y a pas eu des réticences à me dire ah non, ça a été tout à fait accepté sans problème. Ouais. Et puis, la notion de défense aussi du métier, là, on est sur le métier de photographe. C'est important aussi parce qu'on voit de nos jours, ça fait aussi partie de l'évolution du métier de journaliste. On demande aux journalistes d'être de plus en plus polyvalents. Vous le ressentez ça aussi? Alors, j'ai encore eu de la chance avec les médias que j'ai travaillé parce qu'ils font encore appel à des photographes qui sont pas journalistes et puis qui doivent faire des photos à côté de leur travail de journaliste. Donc, de ce côté-là, j'ai encore eu on a été encore assez épargnés pour les titres avec qui je travaille. Mais on voit ce qui se passe un peu dans d'autres titres, dans d'autres médias et on commence à demander un peu aux journalistes de faire un peu tout. Et puis, c'est pas viable pour les journalistes. C'est la même réalité en France? Oui. On appelle ça le journalisme Shiva. C'est-à-dire qu'on y va, on fait le texte, la photo, malheureusement, la vidéo, parce qu'il en faut pour le web, on fait la brève web tout de suite, et puis si on a le temps, on fait un peu de son aussi pour la radio éventuellement. Pas pour la radio, pour le podcast qu'on mettra éventuellement sur le site internet. Oui. Donc, les vieux comme moi ont dit non, parce que c'est compliqué de nous surcharger encore nos journées. En revanche, ceux qui arrivent ont plus de difficultés à dire non et on les voit faire des journées à rallonge. On peut se tourner vers les jeunes, justement aussi, que ça choque certainement moins. Geoffroy? C'est sûr qu'on demande une polyvalence. Après, moi, j'ai peut-être une autre analyse. Je pense qu'il y a énormément de jeunes déjà journalistes qui quittent tôt la profession. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment un excellent mémoire de l'AJM il y a quelques années. Notamment, c'est la reconnaissance qui ressort. Peut-être qu'on leur donne peut-être pas assez de responsabilités. Les jeunes journalistes ont beaucoup d'expérience, donc au niveau des nouveaux formats, la connaissance des réseaux sociaux. Donc pourquoi pas peut-être les mettre un peu plus en avant. Et des fois, on voit un peu aussi le débat. Est-ce qu'il faut, on se lance sur TikTok, on se lance sur Instagram, etc. Est-ce qu'il faut engager des créateurs de contenu ou est-ce qu'il faut engager des journalistes? Et par exemple, ça serait intéressant en fait de faire un peu plus confiance aux jeunes journalistes, d'éviter en fait des fois de les envoyer un peu au placard et leur laisser la chance en sachant qu'il y a énormément de jeunes journalistes très talentueux et très à même en fait de remplir ces postes. Donc ça ne veut pas dire que les créateurs de contenu n'ont pas de valeur, etc. Mais la reconnaissance en fait des journalistes passe aussi par les médias. Donc ça serait aussi intéressant de garder ça en tête, en sachant qu'ils ont les codes des réseaux sociaux, parce qu'ils en consomment, et ils ont aussi une formation qui tient debout à l'AJM, au CFJM, notamment pour les réseaux sociaux. Donc voilà, peut-être que Alexia aurait un autre avis ou. Alors, engager des journalistes pour investir ces formats-là, oui, sur le fond, je suis totalement d'accord. Nous, chez Frappe, donc Frappe, c'est une plateforme numérique qui existe donc que en ligne, qui est aussi la vitrine de Radio Fribourg et de la télé. Et nous, on a des créateurs de contenu, donc en fait, c'est des personnes qui sont pas journalistes, qui vont pas prétendre à la carte de presse ORP. En revanche, je pense qu'ils nous aident beaucoup dans le sens où il nous manquait aussi dans l'équipe une expertise digitale parce que voilà, certains journalistes ne sont pas sur les réseaux sociaux et aussi parce que d'autres journalistes peut-être n'ont pas eu de formation. En tout cas, moi, dans mon parcours, j'ai fait mes études de journaliste il y a moins de 10 ans. Donc ça paraît assez récent, mais néanmoins, il n'y avait pas, c'est pas du tout une priorité de maîtriser les codes des réseaux sociaux. C'était pas encore là. Et aussi, je pense que c'est aussi compliqué de mettre en place une telle formation, même dans un cursus, dans le sens où il y a tout qui change très vite. Mais je pense que ça serait quand même nécessaire. Mais je pense qu'il y a aussi une forme
de complémentarité en fait entre des profils qui exercent la création de contenu de manière un petit peu différente et qui font pas réellement de la production journalistique. On va pas les envoyer sur des enquêtes ou des choses voilà qui restent. Enfin moi en tout cas je tiens à avoir quand même une distinction entre les deux. Mais c'est vrai qu'ils aident aussi dans une rédaction où le sujet de l'incarnation des contenus est importante parce que ça permet de parler au public de manière différente, de peut-être montrer les coulisses d'un sujet, etc. Et on a besoin de ces profils-là qui n'ont peut-être pas de formation pour ça, mais qui ont une expertise digitale, je pense, quand même. Parce que sur ce point-là, en fait, les créateurs de contenu, je pense qu'ils sont hyper importants, en fait, justement aussi pour savoir monétiser ce genre de contenu. Mais est-ce que, en fait, ça serait pas aussi un peu affaiblir la reconnaissance des journalistes, de les faire, par exemple, faire certaines interviews ou comme ça, en sachant que le public, en fait, ne comprend pas forcément notre profession. Donc là, on est dans un public où les gens soit connaissent des journalistes, soit sont journalistes, mais on reçoit encore des mails pour savoir combien est-ce que ça coûte de faire un article sur moi ou comme ça. Donc il y a aussi en fait tout ce questionnement de la compréhension au niveau du public et par exemple pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à des créateurs de contenu en fait d'avoir une fonction soit de consultant, soit au niveau même hiérarchique lors de cellules numériques ou au niveau marketing, en sachant que vraiment il y a en tout cas selon ce que j'ai pu voir, parce que je suis pas passé non plus partout, mais il y a un manque de connaissances pour savoir comment est-ce qu'on peut monétiser ces contenus tout en restant en fait dans du journalisme. Mais je pense que ça pourrait aussi peut-être faire partie c'est peut-être un enjeu clé en fait de la transition actuellement numérique et du fait que actuellement on a une audience qu'on n'arrive pas à viser et qui se tourne plutôt vers les créateurs de contenu parce que c'est la majorité en fait des contenus qu'il y a sur ces plateformes. On voit Tataki par exemple qui a beaucoup peut-être faut dire ce que c'est Tataki. Ah oui, excuse-moi. Peut-être tout le monde sait pas. Donc Tataki qui est le média de la RTS jeune public. Donc ils ont pas mal de créateurs de contenu qui font du divertissement. Par exemple sur TikTok, c'est assez clair comme ça. Mais par exemple, ils ont sur YouTube des excellents aussi créateurs de contenu qui en fait sont des fois des excellents journalistes. Ça veut dire qu'ils vont faire des enquêtes qui sont incroyables. J'en ai même cité une fois dans un de mes articles parce que tout était carré journalistiquement parlant. Mais après, c'est sûr que si on part du principe que les journalistes ne peuvent pas s'adapter à ces nouvelles plateformes, finalement, qu'est-ce que ça sera dans 20, 30 ans qu'en fait, si ça se trouve, tous nos médiums, donc le papier et tout, risquent de s'effondrer. Donc finalement, après, on aura les créateurs de contenu qui vont faire de l'information sur ces plateformes-là, mais sans en fait finalement la déontologie qu'il faut respecter et tout, parce que c'est des créateurs de contenu qui sont multitâches, qui peuvent faire du divertissement pur, de la pub pure, comme les influenceurs qui savent extrêmement bien le faire, même avec des fois un nombre d'abonnés finalement assez bas si on compare à la France. On a des créateurs de contenu professionnels en Suisse avec 15 000 abonnés sur TikTok par exemple, mais donc ouais, il y a peut-être cet enjeu-là et il faudrait peut-être que les médias donc déjà fassent attention bien sûr aux conditions de travail parce que sinon le RP va être de moins en moins prisé et aussi fassent attention à la transition de génération pour endiguer en fait ces jeunes qui partent alors qu'il y a énormément de compétences et que finalement on voit ça mais que les compétences sont pas forcément à chaque fois totalement exploité ou bien encadré. Il y a un peu un flou qui pourrait peut-être être comblé. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Mais c'est hyper intéressant, mais justement tout ce flou, là vraiment là on voit entre le journaliste et le créateur de contenu, l'un chevauche l'autre. Enfin, et est-ce que à l'Ofcom vous avez une sorte de veille où vous regardez un petit peu comment ça évolue, comment ça se passe? Oui, pour nous, on est un peu au milieu de ces questions aussi. Pour nous, notre problème est peut-être aussi que la loi change très, très lentement. Alors, on a une loi qui définit encore la radio et la télévision comme quelque chose de linéaire. Alors, nous, on doit bouger dans ce cadre-là. Alors,
ça nous met déjà dans une situation peut-être pas facile, mais on essaye de soutenir les journalistes et les médias, de se développer et de trouver des moyens d'innovation aussi. Vous les soutenez aussi, comme en France, comment arrive l'aide publique aussi pour les médias? Pour l'instant, c'est vraiment lié au linéaire en Suisse. Alors, ça c'est une difficulté, disons. Justement, là, on voit par rapport ce qui différencie en définitive, on ne peut pas dire ce qui différencie les créateurs de contenu et les journalistes, c'est la déontologie, mais en définitive, la déontologie, c'est là qu'on voit que c'est vraiment quelque chose de très important dans ce cadre-là, dans la reconnaissance de la profession. C'est ça, Agnès Briançon. Il y a finalement, Alexia Niquelet le disait, chez Frapp, il y a des créateurs de contenu qui font du contenu journalistique de manière déontologique, puisqu'ils sont supervisés par des journalistes, mais ça peut leur arriver aussi finalement de dévier sur le côté commercial, puisque c'est des créateurs de contenu et qui ne sont pas non plus tenus à cette déontologie. Est-ce que ça, c'est problématique? Ou est-ce que c'est finalement l'avenir? C'est problématique quand même, puisque un journaliste ne peut pas être payé pour mettre en avant une information plutôt qu'une autre. Un journaliste, il est là pour transmettre de l'information, quelle qu'elle soit. Là où je pense qu'en France, on avance un peu, c'est que moi, je vois de plus en plus de jeunes, notamment, qui arrivent et qui font en fait du contenu. Alors, je ne sais pas si c'est réellement des créateurs de contenu, mais qui pensent leur reportage, leur enquête, d'abord pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire sous la forme de stories, sous la forme de petites vidéos, sous la forme... il y a beaucoup ça aussi qui se faisait un temps, notamment, je crois que c'est Libération qui l'avait fait, tout un article qui a l'air basique sur le site, mais avec énormément de liens corrélés sur autre chose, de vidéos qui permettent de situer tel lieu, de chronologie qui permet de suivre l'avancée de l'affaire. Enfin, c'est en fait mettre en jeu, mettre en action davantage l'information. Je ne sais pas si c'est un peu ça la création de contenu, mais je pense qu'en tout cas en France, on y arrive petit à petit parce qu'on a des jeunes qui demandent. C'est-à-dire qu'eux, en effet, ils réfléchissent leur reportage. Moi, quand je vais sur un reportage, je réfléchis à ma photo. Maintenant, à la brève web, parce que je sais qu'il va falloir en faire une dès que je rentre, éventuellement mon angle, mais c'est vrai que je prends le temps de discuter avec la personne et seulement après de réfléchir à éventuellement ce que je peux en faire. Le jeune qui va arriver, et même certains moins jeunes, parce il y a des appétences chez certains. Certains vont arriver en disant, moi je vais faire un plan de ça, puis je vais faire un bout d'interview avec machin, puis Bidule va me dire ça, et je ferai du son pour essayer de mettre un peu ça. Et en fait, ils arrivent avec un package. Ils ont le papier écrit, mais ils ont également tout ce qui est vidéo, story. Donc je sais pas si c'est du créateur de contenu, mais il y a un moyen de marier les deux. Mais il faut que ce soit fait dans l'esprit de transmettre de l'information et surtout en n'étant pas piloté par une demande, par de l'argent, par du public reportage. Je pense que c'est surtout là la différence. Geoffroy, typiquement, vous êtes dans un média classique qu'on connaît bien, La Liberté, mais vous êtes quasiment exclusivement sur finalement de la création de contenu pour TikTok, c'est ça, hein? Oui, ouais, je suis à 80%, donc sur la création de contenu pour TikTok, Instagram, YouTube. Et après, à 20%, je fais pigiste, donc dans la presse écrite, parce que j'ai été formé à la presse écrite d'abord. Mais ouais, il y a cet enjeu-là, il y a cet enjeu en fait que l'information elle prime sur tout. Donc, moi, ma méthode de travail, elle change pas par rapport à avant. Les valeurs journalistiques et les règles journalistiques, je les suis. Après, on est aussi en concurrence avec un contenu hyper divers. Donc des fois, il y a aussi une question d'essayer des choses qu'on n'a pas faites avant. Donc faire des trends pour faire de l'information. Donc ça, on avait tenté un peu. Après, on a remarqué que TikTok aimait de plus en plus les vidéos longues. Donc on a abandonné les vidéos extrêmement courtes. Mettre des fois de l'humour. Mais comment faire de l'humour sans prendre position? Finalement, avec l'autodérision. Donc, si je me mets en scène, si des fois je me ridiculise pour faire rire les gens, en fait, et que ça, c'est là pour servir l'information, pour que la personne aille au bout, parce que la personne, elle va rester 8 secondes sur la vidéo qui fait 30 secondes ou 40 secondes. Donc, c'est vraiment très peu. Donc, il y a vraiment tous ces questionnements-là, effectivement.
Comme photographe, c'est un peu différent la démarche en définitive. Vous vous posez moins ces questions-là. Alors, c'est différent, oui. Alors, on doit regarder en termes déontologiques l'image, comment on va la faire. On va quand même résumer un sujet dans une image. Et puis, évidemment, pas retoucher l'image après coup. Mais c'est une autre manière de fonctionner déontologiquement. Mais je pense qu'on est moins, par rapport à cet aspect déontologique, on est moins impacté dans notre travail que ça peut l'être pour les journalistes. Ou peut-être que ça va encore arriver parce que vous le dites par rapport aux retouches et à l'intelligence artificielle. Oui, alors ça vous fait quelques sueurs savoir qu'est-ce que ça va donner justement et comment les gens vont l'utiliser ou pas. À voir. On ne va pas ouvrir la discussion sur l'IA parce que je pense que sinon on va... Aussi, merci à vous 5 d'avoir pris part à ce débat et puis merci aussi à Impressum pour l'organisation de cette soirée. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, comme on l'a dit au début, on peut continuer maintenant les discussions autour d'un verre pour la période. Merci, bonne soirée.